gouvernement, c'est ça qu'indique cette photo. Alexis, vous allez nous aider cet après-midi à comprendre ce qui s'y joue. Commençons avec les sortants putatifs et les remerciés probables. Alors on y vient tout de suite, bien sûr Steve, parce que tout le monde l'attend avec impatience, peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être vendredi. Bon, de toute façon, le maître des horloges, comme on dit maintenant dans cette monarchie présidentielle, qui vraiment porte à son paroxysme la société de cour, évidemment, sait gérer les timings, comme on dit aujourd'hui. On est au paroxysme. Les séquences, les timings, voilà. Alors ça correspond d'ailleurs aussi à des hésitations réelles, notamment sur la nomination de la Première ministre. Il y a eu évidemment de vraies hésitations, mais elles sont par ailleurs retournées politiquement en avantage. Et donc là, évidemment, la France entière, et notamment les commentateurs politiques, les humbles commentateurs politiques, retiennent leur souffle. Alors, vous avez raison, c'est l'occasion aussi dans cette monarchie présidentielle que Macron a voulu instaurer. Il est quand même l'un des premiers depuis Mitterrand à le faire de façon aussi systématique. C'est l'occasion, vous vous en doutez bien, la renomination d'un nouveau gouvernement, de tenser ceux qui auraient échoué, je dis auraient parce que je suis très prudent, et de féliciter les allégeances, de récompenser les talents fidèles ou super fidèles. Alors, d'où les buzz. Je me fais l'écho de rumeurs, nous n'en savons sincèrement rien, puisque le président de la République ne se livre pas à des confidences. Même si on sait que Jean-Baptiste Djebbari, par exemple, est déjà parti. Alors voilà, donc il y a des ministres dont on est absolument certain qu'ils vont partir. Vous avez raison, Djebbari, Cédric O aussi a fait savoir qu'il ne serait pas dans le nouveau casting, car il s'agit bien aussi d'un casting. Olivier Véran est en ballottage, semble-t-il. Alors, d'ailleurs, il a fait, objectivement, et c'est l'injustice de la politique, il a fait un excellent travail, en fait, comme ministre de la Santé, quoi qu'on pense des choix qu'il a pu faire, mais il a fait un excellent travail. En revanche, les commentateurs politiques dont vous êtes, Steve, savent bien, n'ignorent pas en tout cas, que ses relations personnelles avec le président de la République ont eu l'occasion de se dégrader, notamment sous l'influence de celles qui, dans le milieu médical, qui est aussi compliqué sans doute que le milieu journalistique, conseillaient au président d'éviter les reconfinements de la population. Or, Olivier Véran est un médecin, il était plutôt en alerte dans les phases de Covid, disons, dangereuses, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et il voulait des reconfinements. Et donc, leurs relations se sont tendues, et Emmanuel Macron n'est pas le genre d'homme à s'embarrasser de collaborateurs, entre guillemets, qui ne sont pas aux ordres à 100%, et donc Olivier Véran apparaît probablement comme trop autonome, trop indépendant dans la monarchie macronienne. Première personne. Deuxième personne qui fait l'objet, visiblement, d'une interrogation. En dépit, là aussi, vous voyez l'injustice de la politique, de son excellent travail, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. On sait qu'une séquence lors de son mariage en Espagne, dans l'île d'Ibiza, avait suscité la colère du président de la République, puisque un certain nombre de membres de l'opposition et même au sein du gouvernement s'en étaient emparés pour le délégitimer. Il était parti en vacances 4 jours, ce qui n'est pas non plus extraordinaire, mais enfin bon, voilà. Ils ont eu sans doute le tort de le médiatiser à un moment où il y avait des annonces sur le Covid. Donc Jean-Michel Blanquer aurait visiblement peu de chances d'être reconduit. Je suis très prudent, je parle au conditionnel. Donc ça, voilà en gros pour ceux qui sont programmés pour une sortie, et chacun attend de voir si le conseil de classe va valider cette rétrogradation, ce qui n'est pas sûr. La France entière attend les nominations et donc les résultats du Conseil de classe. Alexis, d'autres ministres sortants seront eux conservés. D'aucuns espèrent même être promus. C'est notamment le cas de Gabriel Attal, j'imagine. Oui, alors Gabriel Attal est un ultra ambitieux, compétent. D'ailleurs, il a considérablement progressé en matière de rhétorique. On peut dire qu'une des forces d'Attal, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais c'est que c'est un excellent rhéteur. Il a d'ailleurs fait un job objectivement de porte-parole du gouvernement dans des moments difficiles pour X raisons. On vient d'évoquer notamment la crise pandémique. Il a fait un travail d'une extrême efficience que Sibeth Ndiaye n'avait évidemment pas atteint. Il parle bien, il a des mots précis, il sait aussi mener la polémique sans non plus verser, si vous voulez, dans les excès rhétoriques de la violence, etc. Donc il est bon. Objectivement, il est très bon. Et ses ambitions, évidemment, se développent. Il est à l'ombre, disons, du président de la République, du couple présidentiel. Il fait partie des, entre guillemets, chouchous. Donc, il est légitime à imaginer qu'il va gagner encore des galons dans ce nouveau gouvernement. Et donc, on évoque son nom. Là aussi, je suis désolé de me faire simplement le porte-parole des rumeurs. On évoque son nom pour la rue de Grenelle, pour l'éducation nationale. Et c'est vrai. Ou le budget.
Oui, ou le budget, mais l'éducation nationale paraît, disons, être en résonance avec ce qu'il avait déjà fait, vous voyez, au moment du service civique, etc. Donc un souci de la jeunesse. C'est un nouveau visage de la politique, c'est quelqu'un qui est un trentenaire, enfin, il a 33 ans, mais enfin il incarne cette jeunesse que le macronisme a vocation à mettre en exergue. Et donc il est vrai que cette hypothèse paraît assez séduisante et assez probable. Il fait partie de toute façon des personnes, Gabriel Attal, qu'Emmanuel Macron considère comme ayant extrêmement bien rempli leur mandat. Et à part lui, Alexis ? À part lui, ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que, en toute vraisemblance, après avoir tordu le bras de Nicolas Sarkozy qui voulait Catherine Vautrin, Sarko n'arrête pas de téléphoner, enfin, il est obsédé d'exercer une influence. Donc après lui avoir tordu le bras, il faut bien qu'il lui donne quelque chose, donc il va garder Darmanin. Sinon, là, c'est la guerre atomique. Le ministre de l'Intérieur. Voilà, c'est la guerre atomique avec Sarkozy. Il va garder Bruno Le Maire, qui est un grand ministre, quoi qu'on pense, peut-être au même poste. Et il y a les fidèles. À part Attal, il y a Julien de Normandie, qui est quand même aussi un très proche, qui est considéré comme ayant très bien fait le job, et donc qui devrait être reconduit, peut-être à l'agriculture, peut-être ailleurs. Clément Beaune, évidemment. Clément Beaune mène en plus la bataille. Voilà, de renaissance dans les législatives, c'est pas une bataille si facile. Il faut à la fois batailler contre la gauche radicale et contre les extrêmes droites. Donc il est là, il soutient les candidats, etc. Beaune, il va pas le lâcher, c'est évident. Et il y a la dimension européenne aussi, qui sera probablement l'occasion pour Beaune aussi, on peut le penser, de monter en grade. Et puis un nouveau gouvernement, Alexis, est également toujours l'occasion de faire entrer de nouveaux visages. Qui pourraient être justement les petits nouveaux de ce gouvernement ? Alors là, on revient à une problématique d'ordre politique, au-delà des questions de casting, même si je sais que dans la démocratie postmoderne, avec Mimi Marchand, tout ça, ça compte. Mais, enfin, les communicantes. Mais quelle est la préoccupation principale du président de la République, à juste titre d'ailleurs, c'est de montrer, au travers de ce que va décider Elisabeth Borne en 2 temps, puisqu'il y aura d'abord les ministres et après les législatives, les sous-ministres et les secrétaires d'État, les ministres délégués et les secrétaires d'État, c'est de montrer qu'il tient les 2 bouts de sa majorité. C'est pas si facile. D'ailleurs, sur l'affaire Vautrin, il a dû rétropédaler parce qu'elle était positionnée trop à droite pour un certain nombre de macroniens, notamment Richard Ferrand, etc. Probablement Gabriel Attal aussi, qui commençait à gueuler en lui disant « mais tu es fou », etc. Bon. Donc, c'est pas si facile de tenir les 2 bouts de la chaîne du macronisme. En gros, le macronisme issu des rangs du Parti socialiste, Richard Ferrand, ou Castaner, et le macronisme issu des rangs de la droite républicaine, mais qui est une droite républicaine modérée, qui n'est pas à la droite Patrick Buisson. Donc, il faut qu'il fasse attention. Et donc, il faut aussi qu'il ouvre, et qu'il montre, comme Mitterrand l'avait fait lors de l'ouverture de 88, qu'il est apte à susciter de nouvelles vocations politiques. Donc, celle qui semble, je la connais bien... Comme Nicolas Sarkozy en 2007. Oui, c'est-à-dire avec à la fois un côté cosmétique de casting, mais aussi une sincérité dans l'ouverture. Absolument, vous avez raison. Donc, aujourd'hui, Rachel Kahn, l'essayiste Rachel Kahn, qui au fond a adopté des positions universalistes ces dernières années, qui a à la fois de l'efficacité, du charme, elle sait écrire, elle est présente dans les médias, etc. Elle sera notre invitée mercredi prochain, normalement. Vous avez raison, et elle sera probablement d'ici là nommée, on peut le penser, ou alors on attendra après législative pour qu'elle ait un ministère délégué. Mais enfin, Rachel Kahn, ça paraît hautement probable qu'elle soit l'un des nouveaux visages issus de la société civile, donc des rangs des intellectuels au sens large, des journalistes et des intellectuels, pour incarner justement ce second souffle que Macron cherche à impulser. Pour l'instant, il ne l'a pas encore, mais il cherche à l'impulser au travers justement de ces recrutements. Et on parle, alors là je vous le donne en ordre dispersé, ce sont évidemment là encore des hypothèses, bien sûr Steve, d'Arnaud Robinet, le maire de Reims, donc là c'est plutôt la droite modérée, vous voyez. On parle d'Amélie Oudéa-Castéra, on parle de Valérie Létard, de l'UDI aussi, qui incarnerait aussi ce nouveau macronisme issu du centre droit, modéré, et éventuellement, alors ça serait l'ouverture vers la gauche écologique, de Pascal Canfin, pour un grand ministère de l'écologie. En tout cas, il doit y avoir plusieurs candidats, candidates. Yannick Jadot avait été évoqué à un moment, mais là c'est pareil, vous voyez, c'est des équilibrages. Au fond, c'est une majorité à la fois forte et fragile, c'est-à-dire qu'on voit bien que le en même temps de droite et de gauche est plus difficile à pratiquer concrètement qu'on pourrait le croire sur le papier. Si vous voulez, dès que c'est un peu trop à gauche, les gens de la droite macronienne gueulent, et dès que c'est un peu trop à droite, on l'a vu avec Vautrin, les gens de la gauche macronienne ouvrent également leur bouche. Et il faut éviter le claquage. Oui, il faut éviter le claquage. C'est-à-dire, on voit bien que c'est une majorité. On voit bien, au fond, que ça va se dessiner. C'est une majorité qui va aller, en gros, de Rachel Kahn pour la social-démocratie républicaine, très printemps républicain, en fait, dans l'esprit, s'il faut mettre des étiquettes,
à quelque chose de plus à droite, qui est une forme de néo-vilpinisme modéré à la Bruno Le Maire. En gros, c'est ça. Vous voyez, l'espace qu'il veut occuper, c'est ça. Mais dans la pratique des choses, comme on est aussi à l'ère de la représentation médiatique, les équilibrages dans le casting comptent autant, à la limite, que les pédigrés politiques et idéologiques des unes et des autres. Merci beaucoup Alexis Lacroix. En route vers les législatives, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Nous serons demain en compagnie de Mickaël Darmon. Merci Alexis. Merci beaucoup.